Donc Emma et Laure vont passer avec des micros dans la salle. Qui est-ce qui veut se lancer et rajouter une question à la liste? C'est très important pour la suite de notre travail. Ou alors même des questions par rapport à ce qu'on a présenté, hein. Donc on commence par la salle et après on fait la visio ou on commence par la visio, Lucile? C'est encore timide sur la visio, alors on va commencer par la salle. Qui est-ce qui veut se lancer? Allez, un micro et vous vous présentez juste avant. Merci. Cécile Guittet, chef du service de restauration des terrains en montagne. Une question qui paraît importante, c'est celle de comment on partage la connaissance et la compréhension des phénomènes. Le préfet Pelletier a insisté tout à l'heure avec le phénomène de crue torrentielle qui a frappé les vallées des Alpes-Maritimes. Et on voit bien que partager la connaissance, expliquer les phénomènes, c'est important pour les particuliers parce que ça permet qu'ils adhèrent aux décisions qui vont être prises par les collectivités. Et c'est important aussi pour les maîtres d'ouvrage, pour que les projets soient adaptés, soient résilients. Et finalement, on gagne du temps quand on conçoit dès le départ des projets adaptés. Voilà. Donc, je le mets en forme de question, comment bien partager et bien vulgariser la connaissance. Et ça, on peut peut-être l'anticiper, c'est-à-dire pas Tout attendre à que fait, la crise nous tombe dessus. tout à fait. Merci beaucoup au RTM pour cette question qu'on rajoute à la liste. Ton voisin peut-être a quelque chose à dire? Bonjour, Cédric Cheneval, CASA, donc la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. On a traversé, nous, la crue de 2015 et 2019 sur nos territoires, qui ont largement bouleversé les activités et l'ensemble des habitants. Et donc, on peut se poser aussi la question, comment fédérer autour d'un projet commun et comment intégrer en fait les populations au devenir du territoire. Toujours très compliqué à mobiliser les habitants sur un projet, on va dire, global et cohérent. Merci beaucoup. Alors c'est dommage que Xavier Pelletier se soit, excusé juste au moment où il aurait pu, vous répondre, mais je crois qu'il le fera tout à l'heure à la table ronde, parce que je crois qu'il a mis en place des choses. Sébastien Larand-Maire de Bray, vous voulez dire quelque chose maintenant? Pas dans l'immédiat, il se réserve pour tout à l'heure. Qui d'autre peut ah, merci. Bonjour, merci beaucoup. Arnaud Réau, architecte urbaniste. Merci pour l'organisation de cette journée et ces thématiques qui sont extrêmement structurantes sur notre territoire. J'agis à la fois en tant que praticien auprès de la mairie de Mandelieu sur le travail de son PLU. On travaille avec le SMIAG sur le territoire du PAPI, de la vallée de la Siagne, enfin du bassin de la Siagne. Et en parallèle, pendant la tempête Alex, on a accompagné les services de la DTM, mais par rapport à ma casquette d'ordre des architectes, en tant que vice-président, sur la cellule bâtimentaire qui a fait les premiers relevés des bâtiments. C'est évidemment les questions hyper structurantes que vous posez ce matin, puisqu'on va être dans un contexte où il va y avoir une accentuation et une multiplication des phénomènes, qui va poser à un moment donné la question de la limitation et de la capacité des fonds Barnier européens ou autres de financement de ces situations, puisqu'à un moment donné, l'argent, au regard de la multiplication des phénomènes, va peut-être manquer. Ce qui me semble important dans tout ce qui est dit ce matin, c'est la notion de vision d'aménagement. Et pour développer une vision d'aménagement, à la fois dans la notion et quel que soit le champ lexical qu'on utilise, relèvement, reconstruction, post-reconstruction, en tout cas, c'est acquérir finalement déjà des notions de comment on construit un discours et une vision sur un territoire. Et c'est pas forcément évident pour à la fois l'ensemble des acteurs élus du territoire et de tout ce qui accompagne ce champ de travail. Et pour ça, il me semble qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des élus comme le maire de Mandelieu qui est extrêmement, j'ai envie de dire, conscient et alerte sur le sujet, le maire de Breil-sur-Roya, et aussi de par la situation, en plus, il me semble que juste après la prise d'un mandat, vous avez dû vous mettre directement dans le sujet et donc entrer dans ces compétences qu'il faut travailler. J'imagine que c'est pas forcément évident au départ. Et tous les élus n'ont pas forcément ça. Et donc, effectivement, comment on aide et on accompagne les élus à développer ces compétences. Mais je rejoins juste ce qui a été dit avant par la CASA, excusez-moi, j'ai pas noté votre nom. C'est la question de la culture du risque auprès des habitants qui, en fait, nécessite une compréhension même des milieux sur lesquels on habite. Et c'est vraiment un peu le point de départ qui construit une connaissance globale et qui me semble être importante et sur lequel peut-être justement dans cette notion d'anticipation, il faudrait qu'on mette plus de moyens. Pédagogie, compréhension des phénomènes, compréhension des milieux, développer une vision de l'aménagement et tout ça, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut anticiper si on veut le faire, sans courir. Merci beaucoup. On prend peut-être une question en visio?
Et Lucille va se faire la porte-parole des questions en vidéo. C'est une question de la DDT de la Corse du Sud. Quid de l'introduction dans les règles de construction de l'obligation de construire en résilience au regard des risques, à l'image de ce qui existe déjà par rapport aux risques sismiques, par exemple interdiction du placo-plâtre. La DDT Corse du Sud qui est avec nous en vidéo veut poser la question en direct. On peut peut-être afficher les gens qui sont en visio. Non, on ne peut pas les afficher. Alors c'est Jean-Hugues Vos qui s'exprime, a priori. Bonjour. Bonjour. Ah, merci. Bonjour, oui, ancien chef de la mission post-crue des Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées. Bonjour, oui. Maintenant, tu Voilà, oui, es ancien chef Corse. de la mission. Et je viens d'arriver en Corse, oui. Et clairement, par rapport à l'aspect résilience et à l'aspect anticipation, finalement, je me suis posé la question assez récemment de l'introduction, alors de façon réglementaire dans les PLU, par exemple, hein, mais aussi peut-être carrément dans les règles pures de construction, d'obligation qui fait que quand on est dans une zone, quand on est dans une zone inondable, la maison ne se construit pas de la même façon que quand on est en pleine hors zone inondable. Un peu comme c'est déjà introduit sur la question du risque sismique. On est nécessairement aujourd'hui sur des fondations, des façons de construire qui sont différentes quand on est soumis au risque sismique qu'aux autres risques. Voilà. Et c'est peut-être justement l'évolution de la réglementation, mais au regard des risques, et en particulier du risque inondation, parce que dans la résilience, il y a aussi finalement la capacité à avoir des constructions qui, à la base, résistent beaucoup mieux à une inondation et la supporteraient très bien dès lors que les bons matériaux seraient utilisés au bon endroit. Alors, c'est cette question de la réduction de la vulnérabilité du bâti existant ou de la construction des constructions nouvelles, elle est très importante. Et ce que donc vous soulevez, c'est que pour le séisme, il y a des choses qui sont prévues dans la règle et que pour l'inondation, ce sont surtout des bonnes pratiques et que ce n'est pas encore entré en vigueur dans la règle. Merci pour cette question très intéressante. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en visio, Lucille? Non? On donne une dernière parole dans la salle? Oui, bonjour. Alors, Ingégliardi Thierry, je suis adjoint au maire de Saint-Martin-Vésubie. J'aimerais, à la limite, poser dans les questions, c'est est-ce que les communes et les élus locaux pourraient être tenus au courant ou au moins être impliqués quand il y a des constructions qui ont été étudiées soit par des ingénieurs, mais nous, on nous met un peu devant le fait accompli et après, on peut se trouver devant des ouvrages qui, après, nous posent des problèmes dans l'après, dans la vie et dans la continuité du village. Je pense que nous, on n'est pas assez impliqués en étant des locaux et en connaissant le terrain par cœur. Assez impliqué. Alors, il y a Sébastien Laurent qui veut rajouter quelque chose derrière. Oui, sur un sujet un petit peu différent. J'ai loupé le début de la présentation, donc peut-être que le sujet a été évoqué et auquel cas, vous m'excuserez d'être redondant, parce qu'effectivement, j'ai vu toute la partie de la présentation sur les financements qui permettent de mener à bien une reconstruction. Et on a beaucoup parlé de tous les financements publics existants, locaux, nationaux, européens. Et moi, je pense qu'il est très important d'insister sur le fait qu'il y a peut-être avant tout les assurances qui doivent jouer un rôle très important dans la reconstruction. D'abord parce qu'il y a une grande partie des dégâts qui sont sur des propriétés privées, d'ailleurs peut-être encore plus dans la Vésubie que dans la Roya. Et pour ça, ce n'est pas a priori au pouvoir public d'intervenir, mais d'abord aux assurances pour indemniser ces dégâts, même si les pouvoirs publics interviennent de plein de façons, et notamment via le fonds Barnier, qui ne se substitue pas aux assurances, c'est important de le rappeler, mais qui vient juste compléter ce que les assurances ont versé pour mettre les gens à l'abri du risque. Et on se rend compte, et on s'en est vraiment rendu compte avec la tempête Alex, que c'est souvent extrêmement difficile d'avoir des indemnités d'assurance rapides et même à la hauteur des dégâts. Même quand elles sont lentes, souvent, elles sont assez décevantes par rapport à ce qu'on peut évaluer comme dégâts. Après, il y a tous les cas de figure, évidemment, vu le nombre de sinistrés. Il y en a qui sont très contents, mais il y en a quand même beaucoup qui sont en grande difficulté parce qu'elles n'ont pas été indemnisées correctement. Ça concerne les particuliers, mais ça concerne aussi les communes, à des degrés divers.
je sais en tout cas qu'à l'échelle de la Roya, je n'ai pas les éléments de comparaison à l'échelle des autres vallées des Alpes-Maritimes, que la commune de Breil est de très loin celle qui a le plus grand nombre de dégâts sur des biens assurés. Alors, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on peut avoir d'autres financements que des subventions classiques, et en plus, les indemnités d'assurance ont l'avantage souvent de rentrer directement en trésorerie, et donc de nous permettre de faire ces avances quand on les perçoit. Hein. Pour Breil, on a encore perçu que des acomptes pour l'instant, donc on n'est toujours pas d'accord sur le montant des indemnités presque 3 ans après. Le message Mais est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait important qu'on puisse avoir l'État, je ne sais pas par quel biais, par quel organisme, qu'est-ce qui pourrait exister pour avoir une autorité supplémentaire sur les assurances pour qu'il n'y ait pas seulement ce que fait aujourd'hui le préfet Pelletier avec son équipe et qui fait très bien, c'est-à-dire faire de la médiation, de la conciliation, essayer avec la Fédération française des assurances d'essayer de faire entendre raison à quelques assurances, mais qu'il y ait peut-être des dispositifs qui permettent un peu plus de contraindre les assurances, d'autant que l'État aurait la légitimité de le faire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au travers de la caisse de réassurance, finalement, c'est l'État qui paye souvent plus que les assurances, y compris les indemnités d'assurance. Donc, je pense qu'il y a aussi une vraie réflexion et un vrai sujet à poser avec les indemnités des assurances. Merci. Bon, merci. Contraindre le monde des assurances ou les mobiliser peut-être mobiliser le monde des assureurs, qu'ils anticipent eux aussi, qu'ils anticipent la reconstruction. Et alors, Xavier peut rajouter quelque chose? Xavier Pelletier, préfet de la reconstruction à la Non, Roya. peut-être un mot. Moi, je suis tout à fait en phase avec cette idée de réfléchir un petit peu sur l'amélioration de la prise en charge, etc. Je dirais peut-être cet après-midi un mot sur le fonds Barnier, je dirais l'importance de ce dispositif. Moi, je pense que les assurances et leur capacité à mieux prendre en considération tout ça, c'est dès le début une question d'expertise, quoi. Parce que je constate que on a des catastrophes naturelles majeures avec des phénomènes qui sont extrêmement impactants. Et souvent, on a des experts qui ne sont pas suffisamment formés, qui ne sont pas des techniciens des phénomènes qu'ils ont à constater. Et je pense qu'il y aura déjà un premier travail à faire sur l'expertise, la technicité qui est injectée, si je puis dire, dans le travail de ces experts. Et je crois que déjà, le talon d'Achille, il est là. Hein. Merci beaucoup, Xavier. Marie? Donc, on vient de Marie, dire on expertise. a une réaction par rapport à ce que vient de dire Monsieur Olaran. Et on nous informe que dans les Hautes-Pyrénées, ils avaient introduit dans la gouvernance de la reconstruction le représentant des assureurs, justement, pour prendre en compte cette question et pour faire face à ces difficultés. Donc, une bonne pratique. C'est regardez. ce qu'on a fait. Hein. C'est-à-dire que ce qu'a dit le maire de Breil, qui est aussi conseiller départemental, c'est que dès mon arrivée, nous avons signé une convention avec France Assureurs pour justement permettre aux sinistrés d'avoir une sorte de guichet. Très concrètement, c'est une de mes collaboratrices qui prenait les doléances. On avait des premiers contacts localement avec les compagnies d'assurance, c'est parfois moi qui m'en chargeais. Et quand vraiment on n'arrivait pas à sortir de l'ornière, si je puis dire, on activait cette relation avec France Assureurs et on a débloqué énormément de situations. On a débloqué à peu près 200 dossiers, quoi, hein, donc ce qui est considérable. Évidemment, quand je dis débloquer 200 dossiers, c'est qu'il n'y a pas eu que des contentieux. Il y a des relations qui se sont bien passées entre sinistrés et compagnies d'assurance. Il y a des compagnies qui ont été très réactives, qui ont été efficaces, qui ont bien accompagné leurs assurés. Et puis, il y en a d'autres voilà, qui ont peut-être joué un peu moins bien leur rôle. Mais enfin, en tout cas, globalement, la relation avec France Assureurs a été extrêmement structurante. Mais j'ai envie de dire, Xavier, mais on en reparlera pendant la table ronde tout à l'heure, est-ce que finalement ça vous a pas pris beaucoup d'énergie de traiter ça? Est-ce qu'en anticipant, on pourrait pas faire que on n'ait pas besoin de faire tout ça et que ça roule beaucoup mieux sur la question de l'assurabilité et qu'on puisse se consacrer pendant la crise à autre chose? Voilà, ça fait partie des choses qu'on se demande. Est-ce qu'on prend encore une autre question? Eh bien, écoutez, alors, ici, une dernière question de la salle, et puis après, on libérera tout le monde et on se retrouvera à 13h30. Bonjour, Isabelle Martel, paysagiste et urbaniste alternante, et j'effectue mon mémoire de recherche justement sur la question de la reconstruction, avec en cas d'étude la vallée de la Vésubie et plus précisément la commune de Saint-Martin-Vésubie. Et justement, j'ai une question qui rejoint un petit peu la question que se posait du coup l'adjoint-maire de Saint-Martin-Vésubie, j'ai oublié votre nom, autant pour moi. Et justement, s'il y a une capacité à mettre en compatibilité des infrastructures qui vont être nécessaires, type de reconstruction de voiries, de restructuration des berges,
avec justement l'imagination d'un schéma de cohérence globale qui va être résilient, et voilà la nécessité de remettre en place des choses nécessaires à la sécurisation des personnes, des populations, avec voilà, une façon de voir un territoire plus résilient. Est-ce qu'il n'y a pas justement voilà, beaucoup trop d'écart entre voilà, l'urgence et voilà, l'imagination d'un territoire qui pourrait être effectivement durable et sur le long terme? Durable sur le long terme. Marie-France, vous voulez clore la séance? Je ne sais pas si je vais clore, mais c'est la question qui vient d'être abordée qui me le fait soulever. C'est que sur la plupart des infrastructures, vous le savez, les collectivités territoriales ne sont pas assurées. Elles sont leurs propres assureurs, comme on dit. Être son propre assureur, ça veut dire qu'on le paye par son budget. Quand on a une difficulté et que quand il faut reconstruire, c'est donc sur son budget propre qu'il faut prendre. Donc, quelles sont les capacités réelles des collectivités impactées à pouvoir faire face à la reconstruction malgré les capacités financières qui leur sont accordées en termes de subventions, en sachant que bien souvent, la part des subventions est relativement modeste par rapport au coût réel. Donc, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur cette capacité? Peut-être préparer un fonds, préparer des circuits de financement pour que ce soit plus rapide. Dernier mot? Non, mais pour répondre aux deux questions, la première, Marie-France, c'est en fait, c'est l'État qui est l'assureur des collectivités territoriales à travers la dotation de solidarité. Parfois, ça va assez loin. On arrive à aménager un petit peu le fonctionnement de la dotation de solidarité. Je regarde le maire de Breil, on va inaugurer le 5 juillet le pont à Higuera, l'ancien pont du stade, qui est pris en charge à 90% par l'État. Et non, il n'y a pas de spécificité particulière. Simplement, j'ai obtenu de l'État et du gouvernement un arbitrage favorable sur la DSEC qui m'a permis finalement d'éliminer les réfactions sur la vétusté et d'injecter un tout petit peu de résilience. Déjà, on avait fait des progrès sur la mobilisation de la dotation de solidarité. En l'occurrence, le pont à Higuera, à Saint-Sébastien, il sera beaucoup plus résilient que celui qui existait avant parce qu'il sera plus long, etc. Un mot sur ce que vous avez dit. En fait, cette démarche, on l'a conduite dans le cadre de la reconstruction, notamment dans la Vésubie et à Saint-Martin, avec RTM, avec l'OFB. On a fait un gros travail pour d'abord identifier le risque, la nouvelle zone de risque. Et ensuite, et pour aller vite et pour répondre plus directement, on a aussi, nous, l'État, essayé de s'ouvrir un peu à la fois la dimension résilience, puisqu'on a aujourd'hui des crédits résilience dédiés, et j'ai mis en place un comité d'évocation de la résilience avec des experts, en gros pour évaluer la capacité des infrastructures, des protections, évaluer cette capacité à résister à un nouvel événement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a fait dans tous les villages un travail avec un de vos collègues, en l'occurrence un architecte urbaniste spécialisé dans le risque bien connu du CEPRI, Éric Daniel Lacombe, et on a repris village par village les schémas d'aménagement pour ouvrir vers des possibles en intégrant le risque, mais aussi en travaillant sur l'attractivité, le développement des villages, avec l'ensemble des contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure. Évidemment, d'abord les aléas, mais aussi la loi montagne. Et on a essayé d'innover. Et finalement, ces scénarios, ces schémas ont été retravaillés en interne par l'État et on a aujourd'hui un DIR de l'État qui constitue véritablement un schéma d'aménagement possible pour ces villages. Mais pour reprendre, et ce sera le dernier mot peut-être pour ce matin, ça demande de l'énergie, mais à tous les étages, pas que sur les sujets qu'on évoque. Il faut de l'engagement, il faut incarner et il faut laisser aussi cette place au dialogue pour que l'ensemble des acteurs adhèrent. C'est extrêmement important, mais on en parlera peut-être cet après-midi. Oui, on a un commentaire de Monsieur Voss, donc sur la question de mettre en cohérence en fait la reconstruction et la résilience. Il dit notamment qu'il faudrait dès maintenant en fait faire évoluer les documents d'urbanisme en anticipant les catastrophes à venir et notamment peut-être ne pas prendre en compte la catastrophe de référence qui est passée, mais peut-être anticiper déjà celles qui sont à venir et peut-être être prêt, c'est anticiper à grande échelle et sur le temps long qui nous. Oui, non, juste en réponse, du coup, à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y a pas encore un problème de temps où justement, ça s'est imaginé pendant, juste 1 an après la tempête Alex, il y a eu un long travail de réflexion et qui a été partagé, dernièrement.
mais sur le temps, je veux dire, ça va s'oublier peut-être ce qui a été fait? Et y a-t-il un accompagnement qui va se faire, auprès des élus pour, voilà. Oui, Bah, c'est juste cette, voilà, cette les question. réponses vont être amorcées cet après-midi. En un mot, le temps, bien sûr, c'est compliqué. Je vais être très synthétique. Il y a le temps d'abord de l'analyse, il y a le temps qui consiste à disséquer ce qui s'est passé. Je regarde Cécile Guittet, on a fait un énorme travail avec l'ensemble des acteurs et moi j'ai pris la posture en arrivant de ne pas renvoyer les acteurs à leurs responsabilités, mais vraiment de partager les analyses, les enseignements, de faire en sorte que tout le monde soit sensibilisé aux enjeux hein, qui sont ceux de la reconstruction et de la résilience. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est vrai, on a mobilisé les facultés que nous donnait le Code de l'environnement, c'est-à-dire notamment l'article R 214-44 du Code de l'environnement qui permet de rétablir la libre circulation des eaux. Hein, et ensuite, on l'a mobilisé pendant 2 ans. C'est énorme. Après, il faut bien mesurer une chose, c'est qu'on est en fragilité juridique. Et le risque qui planait sur les chantiers de reconstruction, c'est le contentieux qui bloque les chantiers et qui nous ramène, alors pour le coup, autant de l'instruction, autant du jugement, etc. Et là, c'est un enfer. On est les premiers en France à avoir mobilisé la procédure d'urgence civile issue de la loi ASAP. On l'a tellement inaugurée qu'on a localement contribué à la rédaction de la circulaire d'application. Ça nous permet de gagner un petit peu de temps sur les démarches. Mais en fait, et je terminerai par là, tout est entremêlé. Quand on parle du fonds Barnier, de sa mobilisation, il ne faut pas oublier que le fonds Barnier est un dispositif amiable. C'est-à-dire qu'il faut amener les particuliers, les sinistrés à adhérer à ce qu'on va leur proposer. Ça prend du temps. Et ensuite, il y a toute la procédure d'acquisition. Je dis ça parce que souvent, avant de mettre en place ces dispositifs de reconstruction, de protection, etc., il faut acquérir le terrain parce qu'on ne peut pas construire sur une propriété privée, etc. Donc, on voit bien que tout est entremêlé, entrelacé, et c'est ce qui fait qu'on a un temps extrêmement difficile et complexe à gérer. Et j'évoque qu'un des aspects, il y en a bien d'autres, mais ça montre que c'est exigeant, et c'est vrai qu'on est amené à gérer des contradictions, la protection de l'environnement, très important, Cécile, bien entendu, mais aussi la protection des habitants. Et parfois, la frontière, voilà. Merci beaucoup. Peut-être pour faire une synthèse rapide de ce qui a été dit et commencer par tout est entremêlé et commencer par la partage des connaissances, la vulgarisation des connaissances, la bonne connaissance du territoire. Et je pense que l'FPCNT, avec le projet Tous Résilients, on contribue énormément. Après, la notion de fédérer et d'intégrer à la fois les différents acteurs à toutes les mailles, mais aussi des habitants. Et la notion, je suis agréablement surprise de trouver des architectes et des urbanistes ici, parce que c'est très, très important d'avoir la vision de l'aménagement et de dire qu'on ne va plus être soumis à la temporalité de l'événement, de la catastrophe, mais être aligné à la temporalité du territoire, à ses réalités, à l'aménagement, aux différentes contraintes, et aussi la notion d'expertise technique, la formation des acteurs techniques, en fait, que ce soit des architectes, des urbanistes ou des ingénieurs. Et enfin, le système assurantiel, de bien l'intégrer dans toutes les démarches, que ce soit en anticipation, mais aussi en gestion de crise et de reconstruction. Bon, c'est tout un tas de sujets où on voit que anticiper pourrait nous permettre d'être encore plus efficace et plus rapide pour revenir à la normale plus vite. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont intervenus.